Salut, c'est Florent et bienvenue sur le podcast des nouveaux rentiers. Aujourd'hui, c'est un podcast un peu spécial parce que c'est le 70e et puis c'est l'interview de Loïc, donc fondateur d'ImoCities. Donc salut Loïc. Salut. Enchanté. Merci de me recevoir. Merci de me recevoir dans tes bureaux aussi. Oui, on se reçoit tous les deux. C'est vrai. Et donc on va commencer par une question très très simple. C'est du coup qui es-tu, d'où tu viens, qu'est-ce que tu fais en ce moment? Et puis on peut revenir sur la création d'ImoCities et puis ce que tu fais aussi dans l'immobilier peut-être. Ouais. Je m'appelle Loïc Audet, j'ai 32 ou 33, je sais plus, 32 ans, bientôt 33. Ça passe vite. Je suis pro de l'immobilier, surtout l'investissement locatif. J'ai une boîte qui s'appelle ImoCities, plutôt un ensemble de boîtes qui nous permet de faire de l'investissement locatif clé en main. Donc ImoCities, c'est la partie immobilière. Et une deuxième société qui s'appelle Creastis qui gère la partie travaux, ameublement. Et les deux boîtes nous permettent de faire du clé en main. Donc qu'est-ce que du clé en main? On propose ça déjà depuis 2012. Et le clé en main, ça va être de partir du principe que un investisseur ou un futur investisseur a une capacité d'emprunt et on va l'utiliser pour lui permettre d'avoir une rente ou à défaut, si c'est pas une rente, d'avoir un investissement qui est plus patrimonial et qui lui permettra par la suite d'obtenir un logement gratuit à l'issue de son crédit par exemple. On a commencé ça avec mon associé Frédéric Lamé en 2012. Frédéric c'est mon meilleur ami et on s'est rencontrés sur les bancs de l'école. Donc c'est assez sympa de faire une aventure comme ça à deux avec son meilleur ami. C'est pas facile tous les jours parce que on est avant tout meilleur ami et après associé. Associé aussi. Ouais. Ouais, ça c'est pas simple, mais on dit souvent que les associés doivent être complémentaires. Exactement. Par contre la complémentarité, elle est là. Ça c'est bon. Là-dessus, c'est clair, il y a pas de souci. Mais effectivement, après quand tu as, ça fait quasiment 10 ans qu'on fait ça. Tu vois, donc j'avais 22, 23 ans. Donc on était jeunes. Au début, effectivement, l'investissement locatif, on l'avait jamais fait. On sait pas de quoi il s'agit. Et puis l'immobilier, c'est un monde de rencontres, etc. On a rencontré une jeune rentière qui vivait aux États-Unis et qui avait investi massivement en France. Et elle a commencé avec son crédit étudiant, etc. Et puis elle avait une quarantaine de logements. Et à la base, je faisais tout simplement de la pige pour avoir des mandats de vente, c'est-à-dire pour vendre des biens de manière classique, comme une agence immobilière classique. Et comment commencer? Bien évidemment, c'était l'époque où on voyait apparaître les agences immobilières un peu low cost. Voilà, 1%, 2% de frais d'agence. Donc je l'ai contacté pour prendre son bien en mandat et au final, au fur et à mesure de la discussion, comme quoi c'est très important de bien écouter les gens, elle nous a annoncé qu'effectivement elle avait une quarantaine de biens, que voilà, donc là elle essayait de renouveler un peu son parc, que l'appartement en question elle souhaitait le vendre, qu'elle souhaitait en racheter d'autres par la suite, mais que le problème c'est qu'elle n'était pas là. Donc évidemment pour gérer à distance. Pour gérer à distance et tout, c'était compliqué. Pour les visites, c'était compliqué. Pour gérer des travaux, puisque effectivement dans l'investissement locatif, ce qui se passe, c'est que pour faire des bonnes affaires, naturellement, il faut aller sur des biens qui sont en dessous du prix du marché, donc potentiellement avec travaux. C'était compliqué pour elle et du coup, cette personne-là, au fur et à mesure, on l'a accompagnée sur tous ces investissements locatifs. Et comme c'était une Française qui habitait aux États-Unis, vers San Francisco, il y a une grosse communauté de Français là-bas. Et elle nous a envoyé au fur et à mesure tous ses amis qui voulaient la même chose. Et évidemment, s'ils sont à San Francisco, en général, ils travaillent tous chez Facebook, Google, etc. Donc ils sont plutôt fortunés. Et on a accompagné ces personnes-là dans toutes les étapes d'un investissement locatif, que ça soit la recherche de biens, la mise en relation à l'époque avec des partenaires en travaux. L'ameublement qu'on a fait nous-mêmes parce que au début on savait pas comment, on savait pas qui allait monter, on fait tout soi-même, on savait pas qui allait monter les meubles, donc le Ikea on l'a clairement saigné comme tout investisseur immobilier, je crois. on l'a saigné, on louait le camion là-bas, on déchargeait, je montais les meubles, Fred mon associé allait rendre le camion, il revenait, on allait jeter les encombrants, tout ça, bref. Mais du coup on était très bon en une journée, on était capable de meubler un appart. Ouais. Une journée, montre en main, tout compris. La bonne visseuse qui va bien. Ouais, faut être bien équipé. Le secret, c'est que de toute façon, avec des mauvais outils, tu fais du mauvais travail. Donc, faut avoir des bons outils. Et voilà, au fur et à mesure, on a compris que c'était une solution qui fonctionnait pour des personnes qui vivaient à l'étranger. Il y avait un réel besoin, mais pas que. En France aussi, il y a plein de personnes qui souhaiteraient investir en immobilier. Il y a à peu près un tiers.
C'est-à-dire qu'un tiers des personnes majeures et vaccinées, ou pas encore, souhaitent investir en immobilier, mais entre les personnes qui souhaitent investir en immobilier et ceux qui le font réellement, il y en a beaucoup moins. Je crois qu'il y a une personne sur 20 qui investit en immobilier. En réalité derrière. Ouais. Donc un il y a tiers qui veut, un tiers qui veut et une personne sur 20 qui investit réellement. Ouais. Donc il y a un moment donné, faut comprendre entre ce tiers et un 20e, faut comprendre pourquoi ils n'investissent pas. Qu'est-ce qui empêche les gens d'investir? Bah, c'est ça qu'il a fallu comprendre. Et en fait, c'est assez simple. On a fait plusieurs sondages, on a essayé de comprendre le truc. L'investissement locatif, le premier truc qu'on dit en général, ouais, j'ai peur de pas louer. Oui, c'est la peur numéro 1. La peur numéro 1, c'est peur de pas louer. Du coup, bon, on est engagé avec des crédits, etc. Donc forcément, perte d'argent. C'est pas le mauvais payeur. Ouais, alors le premier, en réalité, c'est pas ça. Le premier, c'est j'ai peur des travaux. D'accord. Donc déjà, il a fallu répondre à cette problématique-là. J'ai peur des travaux. Donc c'est pour ça qu'on a créé une deuxième boîte qui s'appelle Creacities et qui permet de gérer les travaux du début à la fin, que ça soit de la conception. Donc là, on a des architectes en interne, salariés, qui vont améliorer les plans et suivre le chantier du début à la fin jusqu'à la réception. Donc vraiment un vrai clé en main. Et ça déjà, ça a enlevé le brouillard. La deuxième raison, effectivement, c'est j'ai peur de pas louer. J'ai peur de pas louer, donc comment on répond à ça? Effectivement, la chance, c'est que nous, Imossi, c'est un peu comme un super investisseur, puisque depuis notre création, on a fait à peu près 1200 transactions. Donc, en gros, on a l'habitude de louer, on connaît les loyers, on sait à combien on loue, dans quelle ville, dans quel quartier, dans quelle rue, ou même dans quel bâtiment. Donc, ça permet quand même d'y voir un peu plus clair. Généralement, à peu de choses près, à part c'est un appartement au rez-de-chaussée et l'autre au 10e étage sans ascenseur, bon, tu sais à peu près pricé. Et après, effectivement, la dernière crainte, c'est j'ai peur du mauvais locataire. Alors, un mauvais locataire, c'est généralement celui qui paye pas, ou celui qui dégrade ou les deux. Bien, ouais. Donc ça, bon, alors ça, c'est maintenant avec le temps, il y a surtout dans la fintech, il y a plein d'assurances qui existent. En assurance loyer impayé, alors au début, ça marchait pas très bien les assurances loyer impayées. Maintenant, de plus en plus, c'est quelque chose qui fonctionne bien et qui rembourse bien. Et tes clients le mettent en place? Parce que personnellement, j'ai jamais souscrit une assurance loyer impayé, par exemple. Il y a la technique, la vieille technique, c'est généralement tu loues un étudiant parce que tu as acheté un studio et c'est les parents qui se portent caution. Bon, ça, c'est un peu le truc. Et effectivement, l'argument, c'était un peu dire, écoute, tu vois, t'as le gamin qui touche ses APL, 289 € de CAF, il reste 200 balles ou 300 balles sur ton loyer. Les parents peuvent payer. Puis les parents, et voilà, le dernier truc, les parents ne mangeront pas, ils préféreront payer le loyer de leur gamin plutôt que de le laisser dans la merde. Et ça, c'est effectivement le cas. Après, tu peux avoir tu tombes pas forcément sur tu vois, le locataire parfait avec les parents qui se portent caution, etc. Des fois, t'as des jeunes travailleurs, des mecs qui viennent de débarquer en France, ils ont pas de caution, ils ont pas tout ça, mais c'est pas forcément des mauvais locataires. Il faut bien qu'ils soient logés quelque part. Et du coup, justement, ces cautions-là, dématérialisées et plus assurantielles, permettent d'être tranquille et de proposer quand même des biens. Avant, c'était chiant parce qu'il fallait que le dossier soit bien complet. Tu payais et au final, quand le risque se produisait, attends, je me remets dans le dossier, tiens, il manque ça. Je peux pas vous payer, désolé. Voilà. Maintenant, c'est vachement plus transparent et ça paye en un mois, quoi. Moi, d'ailleurs, il y a un truc que j'ai fait, c'est Uncle, par exemple, c'est une boîte qui fait ça. C'est Uncle, l'oncle qui remplace le garant physique. Donc ça, c'est vachement bien. Et d'ailleurs, c'est le locataire qui paye directement Uncle. D'accord. Donc pour toi, en tant qu'investisseur, c'est transparent. Tu peux le proposer, il peut y souscrire. Et c'est Uncle qui va vérifier le dossier également. Savoir s'il y a des fausses fiches de salaire, des choses comme ça peut arriver. Et si le dossier est bon, ils garantissent le propriétaire. Donc t'es payé si jamais le risque survient, le risque de ne pas être payé, ils prennent le relais au bout d'un mois. Donc t'as un mois de carence, grosso merdo. Et en cas de souci, au final, t'es sûr d'être payé. Donc, et avec ça, on a répondu un peu à toutes les objections qui empêchent les gens d'investir. En fait. Voilà. Après, il faut avoir l'envie. Oui. Et l'envie, effectivement, ça commence par être informé. Donc c'est pour ça que, notamment, on a créé aussi le podcast Club Deal pour informer les gens, savoir exactement comment ça se passe. Et après, on essaie de faire quand même pas mal de communication. Mais effectivement, le clé en main,
on s'est lancé en 2011-2012. C'est quelque chose qui n'existait pas. On était tout seul. Sur le marché, ça n'existait pas encore. Alors aujourd'hui, ça fleurit par contre. Oui, ça c'est un truc. Il y a de plus en plus d'acteurs. Il y en a de plus en plus. Le modèle fonctionne, donc c'est bon, on peut y aller. Donc voilà. Après, du coup, pour en revenir à la création de cette société, c'est vraiment, ça s'est créé malgré toi. En fait, tu as commencé à aider finalement cette personne aux États-Unis qui t'a ramené d'autres personnes. Mais c'est exactement ça. Et t'as commencé à Paris seulement? On a commencé, alors précisément à Courbevoie dans le 92, parce que Courbevoie, à la base, c'était une super ville pour investir. Taxe foncière, la 3e moins chère de France. D'accord. Je crois que la première c'est Neuilly, et la 2e c'est Bougival en 78, si je dis pas de conneries. Parce qu'il y a la défense à côté. Les loyers étaient vachement hauts et prix d'acquisition c'était certes un peu cher, mais t'étais sûr de ton coup parce que le marché ne faisait que monter mais tranquillement, donc il y avait pas de bulle locale. Et on a commencé là-bas et effectivement c'est une ville qu'on a saignée. Et après, après de la même façon, on avait le côté le pendant de l'autre côté, Maison Alfort, Alfortville, pareil, c'est des villes qu'on a dans lesquelles on travaillait vachement bien. Et après, bon, on a compris qu'il n'y avait pas que des investisseurs qui cherchaient de la rentabilité. Il y avait aussi des profils plus patrimoniaux. C'est-à-dire qu'ils sont pas là pour tirer une rente de leur investissement, mais plus pour avoir un placement pépère. Placer leur capital. Placer effectivement leur épargne. Et utiliser le levier bancaire aussi. Utiliser le levier bancaire. Et puis, en partant du principe qu'effectivement, eux allaient plus rechercher un TRI qu'une rentabilité nette, triple net ou tout ce qu'on veut. Et effectivement, le marché parisien a permis de rajouter un côté plaisir à l'investissement, qui à la base était uniquement, tu vois, c'était un tableau Excel, quoi. Oui. Là, on a rajouté une partie de plaisir parce qu'on s'est rendu compte qu'effectivement, on avait des investisseurs qui voulaient certes mettre en location, mais avant tout faire un placement pour leurs enfants. Voilà, un jour, je le récupérerai, je le donnerai à ma fille. Créer le patrimoine et puis pour potentiellement le réutiliser derrière, ça fait un pied-à-terre parisien aussi. D'où l'importance d'avoir des architectes en interne, parce que du coup on est passé de des bons travaux à la papa à effectivement des choses beaucoup plus fines. Et même des fois, tu vois, en résidence principale, tu te prends pas un archi, tu fais les travaux, tu vois, c'est toi qui oui, donc ça t'apporte forcément un standing supérieur. Ouais, c'est quelque chose peut-être que tu te paierais pas en résidence principale, parce que peut-être tu penseras pas, mais vu que là c'est un peu packagé et que c'est pris en charge dans ton crédit, tu peux te le permettre. Donc tu vois, t'as aussi cette relation avec un architecte qui est assez sympa, et tu peux les travaux, c'est cool, tu peux tout faire. Oui, souvent quand on investit en résidence principale, on veut tout faire par soi-même aussi. Ouais, voilà, la peinture le dimanche et puis faire un peu de jardin aussi, quoi. Donc bon, voilà, ça là tout est fait, c'est du clé en main, tu t'occupes de rien, tu vas signer 2 fois et c'est tout. Et du coup, aujourd'hui, tu proposes des biens donc clé en main, mais principalement en région parisienne, ou tu vas un peu plus loin que ça? En fait, pas que, parce que comme je dis, il y a plusieurs profils. Il y a ceux qui cherchent plutôt du patrimonial et d'autres qui recherchent vraiment de la rentabilité. Et on sait très bien que à Paris, les premières couronnes, tu n'auras pas des méga rentabilités. Alors, ce que je dis souvent, c'est que plus tu as de rentabilité, plus ton aversion au risque est importante. Donc nécessairement, il a fallu trouver d'autres endroits pour investir où effectivement la rentabilité était meilleure. C'était le cas de Lille, Rouen, Le Havre, Caen. Qu'est-ce qu'on a fait d'autre? Après, autour de Lille, on a fait du Dunkerque et et Valenciennes aussi, qui fonctionne très bien, qui est une ville assez étudiante. Donc effectivement, on s'est étendu en proposant strictement le même modèle avec les mêmes prestations, puisque en fait, ouvrir une ville, c'est pas facile, dans la mesure où ce que j'allais dire, faut les contacts en local aussi, faut les gens qui cherchent les biens. C'est ça. Alors faut trouver les chasseurs, les former. Mais en fait, le chasseur, ça va, on va dire, c'est de la formation. Il faut plus un profil type agent immobilier qui a beaucoup de réseaux, beaucoup de bouteilles, puisque effectivement l'idée c'est d'avoir des biens qui sont plutôt hors marché. Donc avant que ça arrive, se loger. Exactement. L'idée c'est nous, ce qu'on veut, c'est du hors marché, donc on propose 75% de hors marché. Donc lui, il a son réseau, et à ce moment-là, nous on lui donne la recette, et du coup il trouve les ingrédients. Mais après, effectivement, c'est quand tu passes chez le notaire, pour nous, t'as à peine fait 30% du travail. Les 70%, c'est après, il faut délivrer. Oui, c'est la gestion des travaux, trouver les artisans locaux aussi. Les suivre, gérer les problèmes quand il y en a.
Parce qu'en gros, l'idée, c'est de pas faire supporter les problèmes au propriétaire qui a acheté le bien, à notre Lui, investisseur. il en entend pas trop parler avant qu'il ait les clés, quoi. On lui dit parce que c'est important qu'il le sache. Mais typiquement, en fait, un problème arrive avec une solution. Et effectivement, des problèmes, il peut y en avoir, et il y en a eu. Et sur de la réno. Surtout. Et pour d'ailleurs tous ceux qui se lancent dans l'investissement locatif, un peu le clé en main. Ouais, c'est ça en fait. Le truc, c'est pas la transaction, ça va. C'est en fait la problématique, c'est délivrer. Et il peut tout arriver sur un chantier. Et effectivement, avec 1200 chantiers. Vous avez tout vu, quoi. Non, enfin, pas tout pas vu, encore. Mais vous avez beaucoup de choses. On a vu pas mal de choses. On a eu des squats pendant le chantier, et évidemment au moment de la réception, un jour avant la réception. L'appartement squatté juste avant la réception. Ouais, juste avant, un jour avant la réception. En fait, on n'était pas tombé OK sur une date pour faire la réception avec le propriétaire. Et il faut savoir que c'est l'entreprise qui fait les travaux qui est responsable du squat tant que le PV de réception de chantier n'est pas signé. Donc à un jour près, ça s'est joué, et c'est pour nous. Donc il faut que l'entreprise derrière soit quand même solide, puisque effectivement derrière il y a des échéances de crédit, il y a surtout c'est un squat qui est très bien organisé avec une association, etc. où on a eu sous la porte côté extérieur un mot glissé coordonné avocat. D'accord. Donc en fait, voilà, il faut traiter avec l'avocat directement. Ça part en procédure. Là, a priori, ça a été un peu simplifié pour les expulsions, mais néanmoins, avec le Covid et tout, on peut pas expulser les gens. Donc voilà, des choses comme ça arrive. L'eau, les dégâts des eaux en pagaille, les remontées capillaires, etc., ça arrive aussi. Donc au final, oui, il peut y avoir plein de pépins. Nous, notre client, il est là pour du clé en main, et alors on n'a pas une obligation de résultat et d'immédiateté dans le résultat, parce que on n'est pas encore des dieux, et je pense qu'on le sera jamais. Mais par contre, une obligation de moyens, c'est-à-dire il faut informer ton client, lui expliquer les problèmes et les solutions que tu comptes mettre en place. Et lui, effectivement, d'ailleurs, un des conseils que je pourrais donner à n'importe qui en investissement, c'est prenez du différé de crédit. Quand tu prends du différé de crédit, tu dors vachement mieux. Alors juste pour expliquer, parce que peut-être que tout le monde ne sait pas, je parle essentiellement de bourse sur le podcast. Donc le différé, c'est quand on emprunte et qu'on dit à la banque, pendant 1 ou 2 ans, voire 3 ans, on ne rembourse soit rien du tout, soit les intérêts d'emprunt à minima. C'est ça. Et du coup, ça laisse place à tous les imprévus qu'on peut avoir finalement, parce qu'on rembourse beaucoup moins, peut-être un tiers de la somme. Ouais, tu payes juste les intérêts d'emprunt, donc effectivement, même pas. Oui, à peu près avec les taux actuels. Ça dépend des sommes, mais. Ouais, le tiers entre le 1/5 et le tiers, donc ça va, et au final, tu dors vachement mieux la nuit. Si t'as un mois de retard, au lieu de presser les gens à finir ton chantier le plus rapidement possible, avec les risques de l'urgence, mal finir le truc, etc. Enfin, travailler dans des mauvaises conditions. Là, on est tranquille à peu près. Tu prends ton mois, tu souffles un bon coup, tu sais que dans tous les cas, t'es pas stressé, pressé, et on finit bien, et on loue bien. Et puis ça permet de dégager un petit cash pendant 2 ans, quoi. Ça, c'est le bonus. C'est-à-dire que si tout s'est bien passé, ou même s'il y a eu un peu de retard, ou un peu de problème, etc., ou t'as mis un peu de temps pour trouver tes locataires, il faut savoir que entre le moment où tu loues et le moment où tu vas commencer réellement à rembourser ton crédit, ça tombe dans ta poche. Donc tu te refais un peu de trésor, ça te fait du bien. Donc les premières années, on payait pas d'impôts en général, donc c'est vraiment net, quoi. Ouais. Et surtout, dans le statut du loueur meublé non professionnel, avec la typologie de biens qu'on cherche, donc c'est avec beaucoup de travaux, et puis effectivement, des prix immobiliers qui sont quand même relativement hauts. Donc entre l'amortissement sur 20 ans, ou plus du bien, et l'amortissement des travaux sur une dizaine d'années, l'amortissement du mobilier, les intérêts d'emprunt, et puis comme tu le fais gérer, tu déduis toutes tes charges. Sur un produit, un petit studio, un 2 pièces, peu importe, pendant 10-15 ans, tu ne paieras jamais d'impôts. Oui, ça, les gens ne le savent pas forcément non plus. Alors c'est rare de dire ne pas payer d'impôts. En général, quand on parle d'immobilier, on parle souvent de défisc. Alors, la défisque, c'est... Tout le monde fait du nu aussi. Ouais, c'est ça. C'est faire du nu, il y a toujours, à chaque gouvernement, t'as le petit nom qui va bien, Cellier, Borloo, etc. Enfin, t'as tout existe, Dorobien.
il y a longtemps. Mais au final, ok, tu réduis ton impôt. Mais si tu réduis ton impôt, il y a des conséquences. T'achètes plus cher au mètre carré parce que t'achètes dans le neuf. En général, le neuf, c'est pas hyper bien placé parce que naturellement, les plus anciens sont plus centraux et les terrains sont souvent éloignés des centres. Exactement. À part quand tu démolis pour reconstruire, mais à ce moment-là, tu payes encore plus cher. Donc, ouais, tu payes plus cher, tu loues moins cher parce qu'on te dit c'est encadré, et tu peux pas louer à tes enfants, etc. Bon, c'est un peu chiant. Et ce qui se passe, c'est que ça, c'est temporisé. C'est-à-dire qu'on te dit pendant 10 ans, pendant 5 ans, tu pourras pas louer plus cher que ça. Donc, naturellement, tous ces programmes-là, ils sont faits à peu près en même temps. Et à l'année N plus 5, N plus 10, tout le monde se met à vendre les biens. Oui, parce qu'il n'y a plus de défiscalisation et du coup, tout le monde Il n'y a plus rien d'intéressant à en tirer. Et puis peut-être potentiellement, tu vois, t'as peut-être un peu le couteau sous la gorge parce que ton placement, il était pas du tout rentable. Certes, t'as peut-être payé moins d'impôts, mais par contre, t'as eu zéro rentabilité. T'as eu de l'effort d'épargne à fournir tous les mois, donc tu souhaites t'en débarrasser, quitte à payer de la plus-value s'il y a plus-value. Le problème, c'est que quand tu mets 15, 20, 30, 60 appartements à vendre au même endroit en même temps, naturellement, ton bien, il n'est pas exclusif, quoi. Donc, comme tu peux pas te démarquer par rapport, genre, t'as pas fait de travaux, donc tu peux pas te démarquer par rapport à la typologie de logement et à sa localisation, etc., puisque c'est la même. Donc, le seul moyen de t'en sortir, c'est te démarquer par le prix. Oui, donc les prix chutent. Les prix chutent. Donc, forcément, ton placement, au final, il n'est pas... Donc ouais, sur le neuf, t'achètes cher, tu défiscalises potentiellement un peu, mais tu mets aussi un effort d'épargne, et à la fin, tu vends moins cher que le prix du marché parce que tout le monde veut vendre en même temps. Ouais, alors ça, c'est le tableau noir, mais dans le principe, c'est un peu ça. Dans l'ancien, ton bien est singulier, il n'y aura pas deux fois le même, avec... quand t'as un appartement qui date un immeuble qui date de 1900, je peux te dire que les configurations, elles ont vachement bougé, et ton appartement est vraiment singulier, et du coup, à ce moment-là, tu te bats avec d'autres choses. Les qualités du bien sont pas forcément comparables à celui du voisin. Après, à toi de te défendre face à la concurrence, mais en tout cas, elle sera beaucoup moins féroce. Oui, donc potentiellement, tu peux revendre un peu plus cher si t'as bien amélioré le bien, t'as fait un bon standing dans les travaux. Exactement. Mais du coup, toi, t'accompagnes les clients clés en main, et une fois que tu leur as filé les clés, il se passe quoi, en fait? Plus grand chose. Alors, une fois qu'on on leur a donné les clés, à ce moment-là, ils partent en location. Alors, il y a différents types de location. Ils peuvent partir en Airbnb, si c'est du Airbnb légal, on ne fait que ça, des locaux commerciaux qui sont transformés en Airbnb avec la destination et l'usage qui va bien, donc hébergement hôtelier. Est-ce que ça, juste pour préciser, j'étais pas du tout au courant de ça. Et le Airbnb, on fait pas ce qu'on veut. Parce que à Paris, typiquement, on peut pas acheter un bien qui est déjà loué et le transformer en Airbnb, parce que faut demander à la mairie, et la mairie va pas forcément accepter la transformation du bien. Ouais, et puis même c'est ça globalement. Mais ce qu'il faut se dire, c'est que t'as un lobby quand même qui est assez important, surtout à Paris. Mais d'ailleurs, c'est dans les villes de plus de 100 000 habitants. Oui, c'est ça. Et on arrive très vite. Ouais. Donc, en dessous de 100 000 habitants, on fait ce qu'on veut. On fait a priori ce qu'on veut. Après, c'est au cas par cas. Mais même dans les villes de 100 000 habitants, je conseille d'acheter des locaux commerciaux parce que un jour ça va venir, et la loi on la connaît déjà, donc autant faire ce peu, et t'es tranquille. Ouais, t'es tranquille, et tu sais que ton placement il est plus périn dans le temps, quoi. Mais donc soit du Airbnb, donc là effectivement on a des conciergeries partenaires en fonction de la localisation, soit en LMNP classique ou LMP, peu importe, mais la location qui constitue la résidence principale du locataire en meublé, voilà. Donc ça, pareil, on a des partenaires avec qui on a dealé, tu vois, une première mise en location avec, par exemple, 6 mois de gestion locative offert. Voilà, ça c'est ce qu'on a dealé. Et ils ont des process qui sont à mon avis bons et qui correspondent à notre ADN. Donc il y a une partie très web 2.0, 3.0, ce qu'on veut, donc effectivement avec la sélection des dossiers, etc. Avec une partie humaine où les visites peuvent se faire en virtuel, mais aussi en physique, parce que c'est important de sentir le bien et de savoir si oui ou non ça correspond aux besoins d'un locataire. Sur vidéo, tu vois plein de trucs, ça c'est cool, mais par contre
T'as besoin de sentir le lieu, t'as besoin d'être dans la cage d'escalier, etc. Ouais, bien sûr. De ressentir le truc. Et après, bon, voilà, ils font la gestion aussi. Et qu'est-ce qui reste? Il reste le bail mobilité aussi. Donc, le bail mobilité, de la même façon que un Airbnb, ça se gère à peu près pareil avec une conciergerie. Voilà. Après, ce qui est cool dans l'immobilier, c'est que si t'as fait un bon premier investissement, tu peux rebondir et prendre sur un deuxième, un troisième, un quatrième, etc. Et l'avantage, c'est que du coup, nos clients, nos investisseurs, généralement, ils refont un investissement l'année qui suit le premier. Oui, parce que ça donne envie, quoi. Si le premier tourne bien, finalement... Le premier, s'il tourne bien, t'as envie de continuer. Tu dis, souvent, oui. Ta capacité d'emprunt, elle a pas bougé. Donc, potentiellement, après, tu continues. Nous, on en a, pour la petite anecdote, c'est assez drôle. On a un investisseur. Il en a fait 9 chez nous. Et un peu comme on fonctionne sous forme d'un peu de vente privée, c'est-à-dire que on connaît les typologies de biens qui intéressent nos clients et nos investisseurs, parce qu'à peu près tout le monde recherche la même chose. Et des fois, toi, quand tu viens chez ImmoCities et tu as des critères à nous donner, en réalité, dans 90% des cas, t'achèteras jamais ce que tu souhaitais au début. On a des trucs en tête et puis après on se rend compte de la réalité peut-être. Ouais. En fait non, les investisseurs sont opportunistes et opportunistes dans le bon sens du terme. Donc en fait, ils captent des opportunités et leur préjugé du début, au final, tu sais, quelqu'un qui vient et il dit voilà, je vais acheter un immeuble et il sort avec 5 apparts, tu sais pas pourquoi. Et vice versa. Ou alors t'as aussi des investisseurs qui sont un peu méfiants et qui cachent un peu leur jeu parce que au début ils disent voilà, on va tester la solution ImmoCities et si ça marche bien, on ouvre les vannes. Donc ça arrive aussi. Donc s'il me dit voilà, j'arrive avec un budget de 200 000 et au final il en a 1,5 million derrière. Bon voilà, donc ça peut tout existe et c'est la raison pour laquelle on s'est dit bon, ça sert à rien de faire de la recherche personnalisée. Néanmoins, on fera sous forme de vente privée, c'est-à-dire on a un bien, on a travaillé le dossier, donc on a une dizaine de pages avec sur les localisations, sur tous les points d'intérêt à proximité, est-ce qu'il y a des écoles, des machins, etc. Et une étude de rentabilité avec d'un côté toutes tes dépenses, ça soit le prix du bien qu'on a négocié pour toi, les honoraires parce que effectivement c'est pas une activité philanthrope naturellement, les frais de notaire, le mobilier, les prochains travaux, etc. Donc ça te fait un total investi net, et de l'autre côté t'as potentiellement ce que tu vas gagner, donc c'est ton loyer et charges comprises moins les charges de copropriété moins la taxe foncière. On peut aller encore plus loin avec en retirant les assurances, etc., etc. Et ça te donne une rentabilité nette. Et entre localisation, budget total, rentabilité nette, tu vois, avec ces 3-4 variables-là, quand tu reçois un truc, tu sais si ça t'intéresse ou pas. Raison pour laquelle notre investisseur, avec ses 9 appartements, il s'est acheté une Apple Watch parce qu'il savait que les bonnes opportunités, elles partaient très vite, entre 4 minutes et 2 jours. D'accord. Donc du coup, naturellement, pour qu'il reste dans le coup et qu'il se fasse pas doubler, il a acheté sa petite montre, et même en réunion, il regarde comme ça, il clique dessus. S'il voit un mail de votre part, c'est ça? S'il voit un mail de notre part, un truc, et du coup, comme ça, il appelle, il prend son téléphone, il saute dessus et il prend l'opportunité. D'accord. Ouais, il s'est fait avoir 2 ou 3 fois, du coup, il y a des biens qui l'intéressaient, mais il n'a pas eu le temps on l'avait déjà vendu avant même qu'il ait pu appeler, quoi. Du coup, ça me fait penser à 2 questions. C'est comment tu commences? Enfin, quand tu pars de zéro, vraiment, t'as rien du tout. Quelles sont les conditions un peu type pour pouvoir faire un investissement? Investir, alors ouais, effectivement, c'est une très bonne question. Quand tu investis dans l'immobilier, j'investis en partant de zéro, un peu le truc que tu vois sur YouTube assez facilement, devenir riche en 5 minutes et à partir de zéro. Non, ça n'existe pas vraiment. Oui, on peut investir à partir de zéro et se faire petit à petit. Là-dessus, il y a aucun problème. En revanche, avec les conditions actuelles de crédit, puisque généralement quand tu fais de l'immobilier, tu fais du levier bancaire, sinon il n'y a pas d'intérêt. Naturellement, tu as besoin d'un apport. Donc t'es obligé de déjà toi te mettre à l'abri de tes propres besoins et de tes potentielles emmerdes. Une machine à laver qui pète, ta voiture qui tombe en panne, etc. Et d'un autre côté, avoir un apport, donc c'est-à-dire de l'argent de côté qui te permette d'amorcer la pompe pour acheter ton bien. Généralement, c'est 10%. 10% du prix du bien. Et le reste, effectivement, est financé par la banque. Donc ça, c'est assez simple. Mais effectivement, t'es obligé quand même d'avoir un peu de cash, quoi. Parce que même quand tu passes chez le notaire, quoi qu'il arrive, on te demande 5% tout de suite.
Donc t'es obligé d'avoir au moins 5% disponible immédiatement. Et après, vu que tu vas chercher un crédit, bah naturellement, t'as quand même besoin d'avoir un CDI ou si t'es indépendant, d'avoir au moins 3 bilans positifs, etc., etc. Donc oui, l'investissement locatif, c'est beaucoup de monde y a droit, mais avec quand même des astérix et des conditions, quoi. Ok. Et du coup, et la deuxième question, c'était parce que moi personnellement, typiquement, j'ai été bloqué à un moment. Tu vois, Le plafond de verre. Ouais, le petit plafond. J'avais mon CDI, je gagnais bien ma vie, tout ça. Enfin, ça relativement bien, ça allait bien. Et oui, dans les 600 000 euros d'emprunt, là, les banques ont commencé à me dire non. Et du coup, tu parlais de cet investisseur qui avait investi 9 biens. Donc ça représente quand même, j'imagine, une capacité d'emprunt assez importante. Comment il a fait pour ne pas justement atteindre ce plafond et continuer à investir? Bah, l'avantage, c'est que les premiers placements qu'il a fait, alors le premier était assez patrimonial, donc il avait un 5 de rentabilité. Donc avec son apport, il était à l'autofinancement. D'accord. En gros, pas touché. C'est-à-dire que bon, en gros, qu'il ait fait ou qu'il ait pas fait, il a perdu son apport, mais globalement, il avait un peu de cash de côté. Donc pour la banque, c'était 0. Le deuxième, on a fait un investissement un peu plus risqué, avec une aversion au risque un peu plus importante, où là effectivement il était en gros cash flow positif. D'accord. Donc il était à 10 points, donc c'est-à-dire qu'il avait 4 points nets dans sa poche. Le deuxième pareil, etc., etc. Donc en fait il n'a fait qu'augmenter sa capacité d'emprunt au fur et à mesure. Ouais, c'est souvent ce qu'on comprend pas quand on est vraiment débutant dans l'immobilier, c'est qu'on se dit tiens, finalement parce que les gens comparent ça probablement à la résidence principale. Ouais. Où là clairement les banques considèrent que c'est une dette, c'est ça, que c'est une charge en fait. Un immobilier locatif, en fait, la banque va prendre 70 à 80% des revenus et faire la déduction de l'emprunt. Et l'excédent, finalement, va considérer que c'est des revenus supplémentaires. En fait. C'est ça. Et du coup, il y a cette capacité, finalement, à augmenter finalement ses revenus. Plus on investit, plus on augmente ses revenus si on fait du cash flow positif. Exactement. Après, il y a un gros warning quand même là-dessus. Oui, on peut les cumuler. Oui, il y a même des martingales pour emprunter plus, etc. Après, il faut quand même partir du principe que il ne faut pas avoir besoin de cet investissement locatif pour vivre. Enfin, partir de ce principe-là. En gros, là où moi je suis clair avec moi-même, à titre perso, c'est est-ce que si jamais ça se loue pas du tout, jamais, le bien restera vide, est-ce que je m'en sors financièrement? Est-ce que moi je suis à l'abri de mes propres charges? Est-ce que je suis à l'abri de ce qui peut m'arriver dans la vie, même si il n'y a pas un euro qui rentre? Et si à partir de ce moment-là, on est OK avec ça, on peut investir sans aucune difficulté. Si en gros on a besoin de ça pour vivre, ou si le non-paiement d'un loyer te met en galère, faut pas se lancer, c'est trop risqué. C'est des signes que le projet des signes de fragilité. Ouais. Il y a effectivement, et en fait c'est pour ça que je disais oui, presque tout le monde peut investir, mais il faut quand même ça se prépare quoi. En fait, oui, tout le monde peut le faire, mais il faut préparer son coup. Avoir un gros matelas de sécurité, c'est quand même bien pour bien dormir, ne pas se faire des nœuds au cerveau. Même pour assurer les banques, pour emprunter aussi. Oui, bien sûr. Après, tu sais, t'as beaucoup de forceurs aussi. Hein, donc, c'est vrai, les mecs, en fait, avec l'arrivée il y a beaucoup de formateurs, etc. qui, tu vois, le message, c'est effectivement, partez de zéro. Oui, tu peux partir de zéro. Oui, tu peux faire croire à ta banque que c'est ta résidence principale et au final, tu vas la louer. Tu peux faire croire plein de trucs. Mais au final, le mec paie pas son loyer. Toi, tu es dans la merde, donc tu paieras pas ton crédit. Donc ça peut marcher en 3-4 mois parce que tu peux différer assez facilement tes mensualités. Mais après, c'est, on va dire, ça devient des problèmes qui sont malheureux parce que toi, tu vas mettre la pression en tant que propriétaire, tu vas mettre la pression sur ton locataire. Donc tu vas aller peut-être même au-delà de ce qui est légal. Tu vas aller frapper chez lui à la porte, tu vas t'engueuler, etc. Enfin, tu vas te mettre mal, quoi. Alors qu'au final, t'aurais peut-être attendu un peu, t'aurais eu les reins un peu plus solides, et à ce moment-là, t'aurais fait les choses proprement, t'aurais pris ton huissier, t'aurais pris ton truc, t'aurais fait une procédure normale, tu vois, qui prend du temps, une année,
pour une personne qui paie pas son loyer, etc. Mais au moins, tu vois, tu aurais respecté les règles. Et puis, en général, c'est vrai que le locataire a quand même beaucoup de droits. Alors, il y a un côté où c'est très bien pour lui, mais effectivement, pour l'investisseur, ça peut être problématique. Donc, forcément, vaut mieux prévoir son coût, avoir vraiment un peu de cash de côté, c'est important. Même que ça soit dans l'immobilier ou ailleurs. Hein. Oui. C'est toujours bien d'avoir moi, j'en parle souvent sur le podcast aussi, d'avoir un petit matelas de sécurité. Ouais. Et ce matelas, forcément, faut qu'il augmente dès qu'on investit dans l'immobilier aussi. C'est d'augmenter ce matelas pour avoir tous les coups durs qu'on peut gérer. Ouais, bien sûr. Sans être dans la merde. Quoi. Tu vois, quand on fait je suis pas un spécialiste de la bourse, par exemple, mais quand tu investis en bourse, c'est-à-dire que tu acceptes que tout ce que tu investis, tu puisses le perdre. On ne parle même pas d'effet de levier. Tu fais l'effet de levier, c'est du cash. C'est tu perds ce que t'as ou même ce que t'as pas, tu vois. Dans l'immobilier, c'est, on va dire, les sommes sont quand même vachement plus importantes parce que derrière le levier qui est obligatoire. Donc naturellement, tu peux tout perdre, aussi de la même façon. Après, bon, c'est la probabilité est peut-être plus faible qu'en bourse. Enfin, je pense. Après, ça dépend sur quel support t'investis en bourse. Mais effectivement, faut partir du même principe comme un investissement avec les performances passées qui ne préjugent pas des performances futures, etc. Ouais, parce ce qui est embêtant, dans l'immobilier, c'est pas embêtant, mais c'est bien, c'est qu'on joue avec des plus grosses sommes aussi, quoi. Ah, tu joues avec des vraies sommes, c'est sûr que... À titre personnel, bon, on va peut-être avoir 10, 50 000 euros sur un compte, éventuellement, mais là, on va tout de suite aller, pour des investissements, on va avoir du mal à trouver des choses en dessous de 100 000 euros, 200 000 euros. Complètement. Donc, et tu joues avec des gros chiffres. Donc, on se lance sur des gros chiffres. Tu joues avec des gros chiffres et même d'ailleurs, tu perds un peu la notion tu perds pas la notion de l'argent avec l'immobilier, mais c'est juste que tu as des zéros en plus. Ouais. Et c'est vrai, quand j'ai mis 100 000 euros de travaux, tu sais, t'as presque l'impression que c'est pas grand chose à force. Ouais, ça, c'est un travers que j'ai eu aussi à gérer les travaux, à faire des... En fait, du coup, on se dit, 100 euros, c'est plus grand chose quand on a géré des gros montants qui sont liés à l'immobilier. Ouais. Puis en plus, c'est la banque qui a prêté ce montant-là. Donc, on le voit physiquement sur son compte à un moment. Et du coup, ça met une autre dimension dans notre compte bancaire et dans la façon de gérer notre argent aussi, je pense, quoi. Exactement. Mais après, tu te rends vite compte parce que quand ta vie de tous les jours, tu vas faire tes courses. Oui. On retrouve la réalité quand même. Voilà, tu sais ce que c'est. L'argent repart, parce qu'on paye les artisans et tout, donc on se retrouve au point zéro. Exactement. Et le quotidien reprend, mais effectivement. Et tu parlais des apports, parce que sur Internet, typiquement, on voit beaucoup de gens qui disent investissez sans apport, ne mettez pas d'apport personnel, emprunt à 110%, des choses comme ça. Toi, c'est des choses que tu cautionnes pas. Non, c'est pas que je cautionne pas, c'est que parler de 5% minimum pour investir. Ouais, les 5% les 5%, on va te les demander direct quand tu vas passer chez le notaire. Donc, dans tous les cas, il te les faut. T'as pas le choix. Qu'on te les rembourse après parce que t'as emprunté à 110%. Tu parles du séquestre, en fait. Le séquestre. Oui. Donc, qu'on achète sa résidence principale ou peu importe, le notaire séquestre une somme jusqu'à l'acte authentique. Au cas où il y aurait des caprices, c'est-à-dire, par exemple, une condition suspensive qui serait honorée, mais au final, l'acheteur, il dit, non, j'ai plus envie d'acheter au final. Donc, c'est 10%. Le séquestre permet de sécuriser la transaction des deux côtés, quoi. Exactement. En fait. Donc, c'est le prix du caprice qu'on appelle. Après, c'est aussi sur des marchés tendus, mais sur des marchés moins tendus, peut-être qu'on peut ne pas avoir de séquestre aussi. Tu peux ne pas avoir de séquestre, effectivement. Même pas à Rouen. C'est très rare que tu mettes un séquestre. Typiquement, moi, j'ai jamais bloqué de séquestre, pour le coup. C'est ce qui m'a permis probablement d'emprunter sans apport aussi. Ouais. Donc ça dépend aussi des montants, des villes et tout. Bien sûr. Mais après, t'es obligé de faire une règle parce que, après nous, c'est parce qu'on propose du multiville. Donc on prend la ville la plus dure et, effectivement, à Rouen, Le Havre, t'as pas de séquestre. C'est pas dans la coutume. C'est pas obligatoire. Voilà. Mais il faut savoir que les 10% du caprice, en gros, t'as pas eu ton crédit au bout des 60 jours, des 90 jours qu'on te donne, le caprice vaut le même prix partout. C'est 10%. Ouais. Plus les frais d'agence et agence. Et du coup, là, si on a pris sans séquestre et qu'on n'a même pas de quoi couvrir ça... tu t'investiras plus jamais dans l'immobilier. On peut se ruiner en quelques mois, quoi. C'est clair. Là, ça te coûte... t'achètes un truc à 100 000, ça te met 10 000, déjà, de base. 10 000 pour le vendeur, et t'étais passé par une agence qui a pris 7 000, donc ça fait 17 000. Et voilà, ça cube, hein. Plus, le notaire va te faire payer sa promesse, etc., 500 euros, 600 euros.
Donc voilà, t'as perdu quand même pas mal d'argent très vite. Et je pense qu'à mon avis, ça va te dégoûter d'investir en immobilier. Ah bah c'est sûr, si t'as mis des années à mettre 10 000 ou 20 000 euros de côté et que en fait t'as fait une mauvaise opération, t'as pas trouvé le crédit, puis tu te retrouves... c'est fini. C'est fini, quoi. Et du coup, ça, c'est des choses que tu conseilles vraiment quand on vient te voir. Tu regardes aussi un peu les comptes. Alors, tu discutes de ça parce que c'est difficile de demander les relevés bancaires, mais... J'ai pas le droit. Oui, voilà. J'ai pas le droit de demander tout. Enfin, en fait, si tu as envie de m'en parler, tu m'en parles. Mais moi, je suis pas banquier. Je sais ce qui est possible de faire ou ce qui est pas possible de faire. Néanmoins, c'est pas mon métier. Moi, mon métier, ça va être de dire, ok, tu veux me parler de ta situation, avec grand plaisir, je t'écoute. Les conseils que je vais te donner, c'est à titre d'info. Maintenant, tu as besoin d'avoir ce qu'on appelle une lettre de confort de ton courtier, qui va te permettre, nous, de savoir où on te place. En gros, t'as pas le droit, enfin, si t'as envie de me le dire, tu me le dis, mais globalement, t'es pas obligé de me dire combien tu gagnes. Donc, par contre, au courtier ou au banquier, tu vas lui dire. Oui, il faut tout fournir. Il faut tout fournir. Et tu vas revenir vers moi avec ton petit papier où il y a écrit tu peux investir jusqu'à temps. Voilà. Et ce papier-là, moi, c'est le sésame qui va permettre de rentrer chez nous et de dire, de te positionner sur des biens. Si par exemple t'as 150 000 max et tu te positionnes sur un truc à 400, on dira bah écoute, est-ce que t'es sûr quoi. Après, la vie peut changer. Hein. Tu peux avoir une super augmentation et finalement, ça peut se décanter. Hein. Parce que dans le process, tu disais bon bah voilà, t'as ta liste de biens que tu transfères finalement à toutes les personnes qui sont à la recherche d'un bien. Ouais. Et après, c'est le premier qui répond qui a le bien. C'est ça. Alors la règle, elle est simple. C'est le premier qui répond qui a le bien et qui effectivement a son sésame. S'il a pas son sésame, il passe juste après. Ouais, faut en amont quand même avoir été voir les banques, savoir combien on peut emprunter, etc. Quoi. Exactement. C'est le ticket d'entrée, quoi, on va dire. T'as le ticket d'entrée. Ok, d'accord. En gros, si tu viens pas avec ton invite, bah malheureusement, bon, mais après c'est normal parce que tu vois, même pour soi, ça permet aussi de prendre pas un risque trop énorme, surtout si c'est notre premier investissement immobilier. Ouais, même pour lui, mais même si tu vois, on le demande pas pour embêter les gens, on le demande parce que c'est comme ça qu'il faut faire. Que ça soit avec du clé en main ou que ça soit pour soi. En tous les cas, je vois pas l'intérêt d'aller visiter des biens qu'on peut pas acheter. Déjà, tout le monde perd son temps. Tu perds ton temps, mais t'es déçu et tout. Enfin, tu vois, il y a quand même beaucoup de déceptions. Ça peut te dégoûter d'investir en immobilier à vie. Oui, puis il faut se faire la main. Si vraiment on n'a jamais investi, commencer par un immeuble à 800 000 euros ou je sais pas quoi, bon déjà ça va être très compliqué. Ouais. Mais en plus, on s'expose à un risque qui est important alors qu'on est complètement débutant. Après, on se fait accompagner par ta société, mais après, derrière, la gestion, etc., le bien, il nous appartient à la fin. Donc, c'est à nous de gérer la chose quand même à un moment. Quoi. À un moment donné, on prend notre responsabilité d'investisseur aussi. Soit tu le fais gérer, et puis bon, là, tu t'en occupes pas trop, quoi. Mais soit, effectivement, tu décides... On a peut-être 2% des clients qui gèrent eux-mêmes. D'accord. Donc c'est pas beaucoup. Ouais. Sachant que la gestion, c'est déductible de tes revenus. Donc ça participe au fait que bah naturellement, tu ne paies pas d'impôts. Donc bon, autant faire gérer quoi. Ouais, autant faire gérer. Après, je suis pas pour accumuler les dépenses, mais à titre perso, moi, je les ai gérées moi-même. Tu vois, et finalement ça m'emmerde. Ouais. Parce que c'est du temps que je passe pas à faire autre chose dans lequel je suis plus productif quoi. Donc après c'est à voir si on a la patience, si on a l'envie. Ça c'est une charge mentale supplémentaire parce que on a les locataires qui nous appellent, on se dit tout de suite voilà, puis en général ils nous appellent quand il y a un problème. Donc ça fait une charge mentale supplémentaire qui nous empêche de gérer d'autres projets quoi finalement. Aussi. À part le nouvel an en général, on peut souhaiter la bonne année. Ouais. Généralement quand un locataire appelle, c'est qu'il y a un truc qui va pas. Il faut savoir qu'en plus tu vois il y a un filtre il y a un filtre à avoir parce que dans à peu près 70% des coups de fil de locataires, la plupart du temps c'est soit de la mauvaise utilisation, soit je sais pas utiliser un truc. Ou soit c'est pas grand chose et ça peut vite s'arranger quoi. Les vrais problèmes, les vrais gros problèmes, il y en a que très peu. Donc effectivement, et puis il y a pas d'heure. Il y a pas de jour. Lundi, mardi ou dimanche, c'est pareil. 20h, 23h, c'est pareil. Donc et ça on a des histoires, on en a plein. Au début, effectivement, on faisait la gestion nous-mêmes et des belles histoires de location, enfin de locataires, on en a plein. Après que ça soit des choses qui soient vraies ou des choses qui soient pas vraies. Du plus grave au plus important. Mais pour s'enlever cette charge mentale, faire gérer, c'est cool, quoi. D'ailleurs,
Pour rebondir là-dessus, quel est le truc le pire qui t'est arrivé en tant qu'investisseur immobilier? Que ce soit pour toi ou pour la boîte, peut-être? Tu parlais de ce squat. Est-ce que c'est le Non, truc le pire? Est-ce que c'est le pire? Je sais pas. Après, on en a beaucoup de petits. Il y a des petits trucs. Quand on a commencé le Airbnb, alors donc on a voulu tester par nous-mêmes. On avait pris un appartement, on avait fait des travaux spécialement pour ce Airbnb-là parce qu'on a vu que le marché se professionnalisait un peu. Donc avec une grosse montée en gamme et on l'a exploité. On l'a exploité comme un avion. Départ 10h, midi ménage, rempli 14h. L'histoire des clés, du coup on avait installé le Master Lock qui à l'époque ça n'existait pas trop, j'avais trouvé ça aux États-Unis et du coup on se les fait venir des États-Unis et au final tu vois des problèmes de clés de merde. 4h du matin, des touristes qui arrivent, ils vont faire la fête. Et puis, naturellement, ils se font piquer leur sac, etc. Toi, à 4h du matin, elle t'appelle, elle dit, ouais, écoutez, je me suis fait voler, venez. Et puisqu'ils pouvaient plus rentrer dans l'appartement. Ils avaient pas et après, je me mets à leur place, tu vois, t'es pas bien, tu dis, mais qu'est-ce que je fous à 4h du matin, quoi. Mais toi, tu te mets à la place dans ton lit, tu vois, tu te dis, mais qu'est-ce que je vais, fais chier, quoi. Donc bon, t'es obligé de te déplacer. Enfin, tu vois, donc tu rumines un peu, mais t'y vas. Déjà, ils ont de la chance que tu sois pas en mode avion ou que tu mais que tu répondes. Non, mais tu vois là après le stress parce que je suis en mode avion, mais le matin je vois ça, c'est le premier truc que je vois en me réveillant. Ça, bon voilà, c'est dommage pour elle et c'est chiant pour nous, tu vois. C'est des choses comme ça. Après, qu'est-ce que j'ai eu d'autre? Ça va. Alors si, moi à titre perso, ouais, ça va. Moi à titre perso, j'en ai eu un bon. Ouais. Mais après, je relativise beaucoup. Je suis très positif. Donc, je me suis acheté un petit appart sur Courbevoie. Je l'avais mis en location, petit mais top, tu vois, enfin bien équipé et tout. Je pars en vacances et là, la voisine du dessus, qui elle était en Thaïlande et son ballon pète. Elle est pas là. J'ai eu 300 litres d'eau dans l'appartement avec le plafond qui s'est décroché, etc. et les locataires en place. Procédure, ça a duré 8 mois. 8 mois sans... la locataire continue à payer son loyer, mais au bout d'un moment, en tant qu'être humain, je peux pas lui faire payer l'intégralité du loyer, alors que la nana, elle a pas de plafond. Enfin, elle a le vrai plafond, mais pas le faux plafond avec les spots, etc. et les aménagements. Donc du coup, je peux pas lui faire payer l'intégralité du loyer, je suis obligé de lui dégréver un peu, tu vois. Puis naturellement, au bout d'un moment, quand t'as un dégât des eaux, il y a forcément des problèmes d'humidité, parquet qui gondole, etc. Et puis naturellement, tu reçois très vite sans recommander pour dire je pars. C'est logique. Toi, t'es pour rien, tu vois, t'as fait tes travaux, t'as fait un truc nickel, t'as le ciel qui t'est tombé sur la tête, clairement. Et puis tu fais du ping-pong avec les assurances à essayer de ce que j'allais dire. Enfin, dans quelle mesure les assurances c'était la merde. Ouais. Faut savoir que les assurances ont un délai maximum pour répondre. Je crois que c'est 2 mois. Ouais. Et là, on est sur un dégât des eaux. Non, mais en réalité, c'est 2 mois. Elle doit répondre en 2 mois. Elle est statuée sur 2 mois. Et là, je crois que j'ai mis 4 ou 5 mois pour avoir un expert qui se déplace. Pour valider. Pour valider le truc. Après, j'avais de la vétusté. Alors que l'appartement, il avait même pas 1 an. Ouais. Donc, il était neuf. Donc, t'as été remboursé moins que ce que t'as dépensé. Moins que ce que j'ai dépensé. Donc, après, tu fais avec, tu débrouilles, tu mets la main à la pâte, etc. Le crédit qui court toujours. Le crédit court et toujours. C'est là où le différé est bien. Ouais, j'en ai pas pris, tu vois. Ouais, pour le non, j'en ai pas pris, tu vois, comme quoi. Ça, on apprend les comme cordeliers ça. sont les plus mal chaussés. J'avais pas pris de différé parce que si j'avais pris 2 mois, quoi, histoire de faire les travaux. Mais effectivement, j'avais pas prévu mon coup de me dire tiens, il va y avoir un dégât des eaux et ça va durer 8 mois. Imprévisible, ce genre de choses. Ouais, voilà, c'est imprévisible, mais tu vois, effectivement, j'aurais pu mieux m'en sortir si j'avais pris un différé. 2, j'ai perdu de l'énergie, j'ai perdu du temps, du stress, et au final, tu vois, je l'ai vendu. Pas que l'appartement, enfin, je l'ai refait nickel, comme il était au premier jour, mais tu vois, ça m'a. Tu t'es dit mauvais karma sur cet appartement, ouais. Je revends. Mauvais karma, mais je l'ai vendu à une personne qui a continué de le louer et ça se passe très bien aujourd'hui. Enfin, j'ai des nouvelles. D'accord. Il fonctionne impeccable, pas de souci. Mais tu vois, un truc a duré 8 mois quoi. 8 mois où sous moi mon principal intérêt et le truc un peu cool, tu vois, c'est t'achètes clairement une bouse et t'en fais quelque chose de super cool.
Et justement, parce que tu as un côté très créateur, très... Toi, c'est ce qui te porte quand tu as investi. Ouais, c'est ça. C'est tu as une valeur ajoutée, une vraie valeur ajoutée. Tu sers à quelque chose. À notre petite échelle, même si nous, 1200 transactions sur le reste, c'est que dalle, c'est ridicule. Mais à notre petite échelle, que ce soit à titre perso ou ici, on milite un peu pour le mieux vivre. C'est-à-dire que nous, les appartements, on est tous fiers des appartements qu'on sort. T'es fier, t'es pas en mode marchand de sommeil. Je suis absolument fier de tout ce qu'on sort. Et ça, c'est une satisfaction aussi de louer un bien de qualité. Et puis on a souvent les locataires qu'on mérite aussi. Donc quand on propose un très souvent. Beau bien, les locataires sont contents d'y être, sont contents de payer le loyer et tout se passe bien. Exactement. Et puis et à la revente, c'est pareil. C'est-à-dire que si jamais t'as un coup dur, etc. Demain, vendre un appartement nickel, c'est beaucoup plus simple. Puis en général, ça va se vendre plus cher. Tu veux négocier quoi? Tu t'arrives, tu dis voilà l'appartement, je vous le présente, il est là, il est neuf. Il reste clé en main. Ouais, non, c'est ça. Moi, j'en ai déjà revendu, j'ai revendu avec les meubles et tout. Il y avait encore, il y avait le champagne au frais, quoi, tu vois. Donc, il était vendu avec tout. Et effectivement, je les vendais cher, plus cher que le prix le plus cher au mètre carré, avec à la clé potentiellement de la rentabilité. Et puis quand t'as toujours les mecs qui essayent de négocier, ils ont bien raison. Et puis il me disait voilà, est-ce qu'il y a de la marge de négociation? J'ai dit, vous voulez négocier quoi? Est-ce que vous avez trouvé un défaut dans la copro? Est-ce que vous avez trouvé un défaut dans la localisation? Est-ce que vous avez trouvé un défaut dans le bien? Non. Du coup, en général, tu payes le prix ou tu t'en vas, quoi. Non, effectivement, ça a que des avantages. Puis tu fais tourner l'économie aussi. Enfin, il y a le secteur du bâtiment. On dit quand le bâtiment va, tout va. Donc c'est. Ouais, puis on loge des gens. Tu loges des gens. Tu peux pas savoir sur un projet. Je crois que j'avais calculé le nombre de personnes, le nombre de personnes qui travaillaient sur un projet. Ouais, tu fais bosser aussi les artisans, les architectes. L'ensemble, je crois que tu fais travailler une trentaine de personnes. Les banquiers, les courtiers, le mec en back office qui va te valider ton crédit, etc. Enfin, ça fait bosser une trentaine de personnes, un appart. Ouais, c'est impressionnant. Ouais, donc c'est pour ça que là, après post deuxième confinement, on nous a laissé travailler, faire des visites parce que pour premier confinement, on n'a plus rien à faire, mais c'est quand même une source de revenus pour l'État et pour tout le monde qui est hyper importante, quoi. Oui, puisque l'État se sert à chaque transaction. À chaque transaction, faut savoir qu'on va chez le notaire, 80% des frais de notaire, qu'on appelle frais de notaire, sont des impôts. Ouais. Et puis si on revend, il y a l'impôt sur la plus-value, donc c'est à hauteur de 30% du CSG. Donc oui, ce serait dommage de s'en priver. Et justement, si tu repartais un peu de zéro là aujourd'hui, ouais. Qu'est-ce que tu ferais côté IMO? Qu'est-ce que... Alors aujourd'hui... Est-ce que tu aurais recréé ta boîte? Est-ce que tu aurais recommencé à investir dans l'immobilier avec du recul aujourd'hui? Ouais, alors concrètement, tu vois, aujourd'hui il y a des choses qui sont vachement plus simples, d'autres qui sont... déjà quand tu sais que ça marche. Parce que quand t'es en mode pionnier, tu sais pas si ça va marcher ton truc. Nous, on savait pas si ça allait marcher. Oui, je sais que ça marche. Quand t'as créé l'agence, clairement. Exactement. Je sais que ça marche. Donc, est-ce que je ferais la même chose? J'aime pas refaire 2 fois la même chose, mais j'aime cet univers-là. Et en fait, pour répondre à ta question, on a déjà amorcé un peu le virage. Pas qu'on lâche ce qu'on fait, mais au contraire, on complète. Et on s'est associé sur un projet d'investissement participatif. Parce que effectivement, on l'a dit d'ailleurs, tout le monde ou presque peut investir, mais beaucoup de monde ne peuvent pas investir. Et ce qui pose problème en général, c'est l'effet de levier, la banque. Donc comment contourner l'obstacle? On toujours répond à cette problématique-là. Et en fait, on a trouvé, c'est que nous-mêmes allons acheter le bien et on va le diviser. Ce bien, on va le diviser en parts. Alors, on n'a pas encore tokenisé, ça c'est un secret qu'on essaye de percer, mais c'est compliqué. Mais en tout cas, on a divisé un bien de manière indirecte au travers d'une société. Donc, à partir d'une carte bleue et 500 €, tu peux investir en immobilier avec à la clé un rendement et une sortie programmée à 3 ou 5 ans sur un type de projet, ou si ça se passe bien, on te rembourse le capital avec une petite plus-value, ou ça se passe un peu plus mal, on te rembourse le capital moins la moins-value, quoi. Voilà. Mais en tout état de cause, ça, c'est juste pour mettre un pied dans l'immobilier quand on a un peu de capital, mais qu'on peut pas forcément emprunter. Mais c'est exactement ça. À la banque, quoi. Alors, tu vois, t'as la SCPI, où effectivement, en bourse, tu peux investir dans l'IMO, ça existe. Mais là, en gros, c'est un entre-deux. C'est-à-dire que t'as le côté
où tu vois ton projet évoluer, c'est-à-dire tu pars pareil d'un truc qui est pas terrible et on le transforme en quelque chose de bien et on informe, si tu veux, tu suis le projet. Il y a quand même un bien physique. Voilà, c'est physique. Tu sais dans quoi t'as investi. C'est pas de la pierre papier, c'est semi-papier. Entre les deux. Et du coup, tu vois la vie, on va dire la vie de cet immeuble et tu le vois évoluer, tu le vois se remplir de locataires. Et effectivement, à la fin, la mise en vente avec une perspective potentielle de plus-value selon le marché. Et donc les rendements, alors les rendements sont variables, mais là je parle d'un cas précis. On a fait une coloc dans le nord de la France et on a 12% de rentabilité. Ce qui est très bien dans l'immobilier. En fait, en gros, c'est l'immeuble ne crache pas à 12%, mais en réalité, vu que l'effet de levier, c'est nous qui l'avons supporté, en fait, en tant que porteur de projet, on l'a supporté. Mais par contre, les personnes qui ont investi, des internautes qui ont investi, ont bénéficié de cet effet de levier-là sans avoir été voir leur banque. Donc ça, c'est quand même pas mal. Tu peux investir à partir de 500 €. C'est pas, pour l'immobilier, c'est pas une grosse somme, quoi. Non. Comparé à des 150, 200 000 euros. Complètement, ouais. D'accord. Donc ça, c'est, tu vois... Si tu repartais de zéro, du coup, tu mettrais des petits billets là-dedans pour voir. Voilà, je repartirais encore plus fort sur cette idée-là. Et là, on est quand même limité par le capital qu'on a sur nos comptes, quoi. Mais tu continuerais aussi à investir dans l'immobilier parce moi, à titre perso, oui, toujours. Ouais. Toujours. Aujourd'hui, il y a plein de gens qui parlent des réglementations qui ont été mises en place au début de l'année, etc., qui empêchent d'investir, entre guillemets. Mais tu te ferais la main peut-être sur ce truc-là pour voir physiquement comment ça permet quand même, je réfléchis en même temps, hein, mais ça permet de voir quand même comment se déroule un projet immobilier. On met 500 € pour voir. Ça nous permet de nous familiariser avec tout ce monde-là et après pourquoi pas derrière emprunter et faire un vrai projet, quoi. Ah, tu peux. Oui, voilà. Alors nous on le voit de deux façons, même de trois façons. La première façon, c'est tu débarques, l'immobilier ça t'intéressait pas, mais tu vois qu'il y a un bon rendement. Point. Voilà. Donc là c'est le premier profil. Le deuxième profil, c'est celui qui veut investir effectivement dans l'immobilier réel, dans la vie réelle, mais qui a envie de se familiariser et presque tirer à blanc. Donc là, il tire avec 500, 1000, enfin, il met ce qu'il veut, mais on va dire le risque est limité à ce qu'il met. Et le troisième investisseur, c'est celui qui a beaucoup investi dans l'immobilier, qui n'a malheureusement pas ou plus de capacité d'emprunt parce que il a acheté sa résidence principale, par exemple, qu'il a plombée. Et à ce moment-là, effectivement, lui, c'est une bonne solution parce que ça lui permet de continuer avec son bas de laine. Donc, tu vois, ça va à tout le monde au final. Après, moi, je pense souvent, tu vois, aux indépendants ou aux gars qui se lancent et qui sont jeunes entrepreneurs, ambitieux, etc. et qui se font refouler de leur banque parce qu'ils n'ont pas 3 bilans positifs. Et on sait que dans une boîte, des fois, tu fais pas des bilans positifs tout de suite parce que t'as un besoin d'investir, et t'es pas une boîte à bilan, tu bosses, quoi. Et effectivement, là, c'est une bonne solution pour se mettre dedans utiliser et sa pas avoir ses capacité contraintes, d'épargne. Bien sûr. Placer quand même sur l'aspect immobilier, quoi. Complètement. Ok, c'est intéressant. Je sais pas, je pense qu'on a couvert un petit peu tout ce que je voulais couvrir aujourd'hui. Je sais pas si ça fait longtemps qu'on parle. Ça fait une petite heure. Ah, ça va. Ça va. Ok, et peut-être dernière question pour la route. Si je te filais 20 000 € là, qu'est-ce que t'en ferais? Pour en vacances. Tu vas. D'accord. Là, clairement, avec le Covid, j'ai besoin de vacances. J'en ai envie, j'en rêve la nuit. Ça fait des belles vacances à 20 000 €. Ouais, tu peux. Oui, tu fais des belles vacances. Non, après, si tu me donnais 20 000 € tout de suite, là concrètement, si tu me donnes 20 000 €, ça me fait un bel apport pour acheter quelque chose. D'accord, donc tu as 20 000 €. Allez, ça veut dire que tu peux faire potentiellement, si tu as les conditions qui sont réunies, sans trop de problème, aller sur un projet à 250 000, quoi. Donc 250 000, tes 20 000 € avec, je peux te faire un beau TRI et te les rendre avec plus-value, bien entendu. Ok, tu gardes peut-être 5 000 pour partir en vacances quand même. Ouais, ça je te dirais pas. Et ça sera noyé avec la plus-value et tout. Ça me fait penser à une dernière question aussi, c'est que quand on crée sa boîte, souvent on est un peu des fois piégé dans sa boîte, dans sa propre boîte en termes de temps, en termes d'énergie et tout. Et comment t'arrives à gérer ça au quotidien entre la boîte, la vie perso, les vacances potentielles, tout ça, comment
comment t'arrives à gérer ça? Surtout qu'Imocity, c'est ton bébé. Ouais. Donc, je pense que c'est encore plus dur de lâcher prise quand on gère notre bébé. Bah écoute, tu sais, c'est un truc. En fait, ça fait partie de ma vie. Et effectivement, alors Imocity, c'est la boîte qui me permet de vivre et de me dégager un salaire. Donc oui, c'est important, ne serait-ce que tu vois, d'un point de vue primaire. Après, d'un point de vue secondaire, effectivement, tu vois, c'est une boîte où on avait foutu 7500 balles, c'était nos économies à deux et roule quoi. Donc effectivement, ça a une importance. Et en fait, quand tu fais ce qui te plaît, tu vois pas vraiment enfin, c'est cliché un peu ce que je dis, mais quand tu fais ce qui te plaît, moi, je sais pas combien d'heures je travaille. Je suis incapable de te dire combien d'heures je travaille. Ça reste ça reste pas mal du plaisir, quoi, en fait. Si tu vois moins le truc travail, en fait, que quand on est salarié, peut-être. Tu vois, voilà, enfin, moi, je le vois pas comme un boulot, en fait. Ouais, alors, tu vois, d'un point de vue primaire, oui, ça me permet de vivre. Mais après, tu vois, c'est un truc on essaie d'améliorer, de faire grandir, après, comme dans une boîte, il y a pas que des choses bien qui arrivent dans une boîte, il y a toujours il y a des couilles. Bah là, typiquement, on s'est pris un Covid, donc il faut rebondir, se réinventer en permanence, mettre de côté, faire de la trésor et surtout avoir beaucoup de trésor d'avance. Ça sert notamment, en ces périodes un peu compliquées, surtout du premier confinement. Mais tu vois, ça évolue, sa vie, c'est comme effectivement un gamin et aujourd'hui, moi, j'ai une séparation entre ma vie pro et ma vie perso, mais malgré tout ça, effectivement, tu vois, tu t'empêches pas de penser, quoi. Tu peux pas, enfin, c'est pas possible de cloisonner. Oui. Tu rentres chez toi, il y a forcément des trucs à gérer. Moi, en général, je me mets des trucs que t'as en tête. Je me mets le trajet pour penser aux gros trucs, tu vois, et donc d'où l'intérêt d'avoir toujours un moment de vide entre le travail et la maison, si c'est possible pour ceux qui ne télétravaillent pas. Et ça permet un peu de déconnecter, etc. Mais après, tu vois, dans le week-end, tu peux avoir un truc, tu sais, t'as l'idée qui traverse l'esprit comme ça et forcément t'y penses. Faut le noter quelque part. Faut le noter, voilà, je fais des petites notes sur mon téléphone et ou des screenshots quand je regarde des trucs des fois et lundi on retravaille sur ça, quoi. Ah ouais, c'était intéressant. Écoute, en tout cas, moi je pense qu'on a fait un petit peu le tour de ce que je voulais aborder avec toi. Donc merci pour l'invite. Un grand merci à toi. Puis alors, je sais que tu faisais pas forcément que l'immobilier. Non, moi je suis alors aussi parce que j'ai beaucoup investi dans l'immobilier et tout mais voilà, il y a de la bourse, il y a d'autres trucs. Ouais. Après effectivement si l'immobilier ça intéresse, on peut avec grand plaisir pouvoir en discuter. Bien sûr, on fera ça. Il y a pas de souci. Écoute, merci beaucoup Loïc et puis à bientôt. Merci beaucoup, merci à toi, merci aux éditeurs et puis à très bientôt pour potentiellement un nouvel épisode avec grand plaisir. Ça marche. Ciao ciao ciao.